jour, la signification que nous accordons aux faits et gestes d'autrui dépend de l'échange verbal qui a lieu avant, pendant ou après l'action. Elle dépend également de notre capacité à supposer ce que l'autre dirait dans un contexte donné. C'est une évidence si l'on s'en tient au niveau informel du dialogue quotidien, mais cela reste valable si l'on se place au niveau plus formel de ces dialogues particuliers que sont les procédures judiciaires par exemple. La règle des contrats repose entièrement sur le rapport entre l'action et ce qui a été dit. Le mariage, l'amitié, la camaraderie n'échappent pas à cette règle. Cela fonctionne dans deux directions. Le sens que prend la parole est largement déterminé par la nature de l'action dans laquelle elle prend place. Souris lorsque tu dis cela. Mais le sens de l'action n'est compréhensible qu'en référence à ce que les acteurs disent de ce qu'ils font. Je suis désolé, dirons-nous après avoir heurté quelqu'un par inadvertance. Il y a maintenant un quart de siècle que John Austin a théorisé les actes de parole. Ce que les gens disent préjuge-t-il de ce qu'ils vont faire? À tous ceux qui voudraient aborder le problème sous cet angle, on ne peut proposer qu'une seule réponse. En séparant les choses de cette manière, on finit par faire de la mauvaise philosophie, de la mauvaise anthropologie, de la mauvaise psychologie, et aucune loi ne peut en être déduite. Pour une psychologie orientée vers la culture, faire et dire constituent une unité fonctionnelle inséparable. Cette remarque prendra tout son sens lorsque, dans le second chapitre, nous nous pencherons sur certaines maximes opératoires de la psychologie populaire. Une psychologie tournée vers la culture ne peut rejeter ce que les gens disent de leurs propres processus mentaux. Elle ne saurait non plus partir du principe que leurs déclarations ne sont pas prédictives d'un comportement. Elle considère plutôt que dans les situations ordinaires de la vie, le rapport entre l'acte et la parole est interprétable. Elle tient pour certains qu'il y a une conjonction interprétable entre ce qui est dit, ce qui est fait et les conditions dans lesquelles faire et dire surviennent. Cela revient à dire qu'il y a des relations canoniques reconnues sur la signification de ce que nous disons et faisons dans des circonstances données, et que ces relations gouvernent nos relations les uns avec les autres. Il existe en outre des procédures de négociation pour revenir à ces relations canoniques lorsque, pour une raison ou pour une autre, celles-ci ont été bousculées. C'est pourquoi signification et interprétation sont essentielles pour une psychologie culturelle, comme elles le sont pour toute forme de psychologie ou de science mentale. Une psychologie culturelle, et l'on pourrait presque dire par définition, ne s'intéresse pas au comportement, mais à l'action, sa contrepartie fondée sur l'intentionnalité, ou plus précisément à l'action située dans un ensemble culturel et dans les interactions réciproques des intentions des participants. Cela ne signifie nullement que la psychologie culturelle doit se dispenser des travaux de laboratoire, ni qu'elle doit se détourner de la recherche de fonctionnement humain universel, question sur laquelle nous allons maintenant nous pencher. 3. J'estime que la psychologie doit abandonner sa tentative d'aboutir à un système d'explication libéré de la signification. Les gens et les cultures qui sont son sujet d'étude sont guidés par des significations et des valeurs partagées. Les gens y vouent leur vie, cherchent à les atteindre, meurent parfois pour elles. On a dit que la psychologie devait être indépendante de la culture si elle voulait parvenir à découvrir des fonctionnements humains, universels et transcendants, quitte à admettre qu'ils sont susceptibles de variations selon les cultures où ils s'appliquent. Je voudrais tenter de définir des universaux humains cohérents avec la psychologie culturelle qui évitent à la fois les indéterminations du relativisme et les trivialités de la psychologie transculturelle. La psychologie culturelle n'est en effet nullement une psychologie transculturelle agrémentée de paramètres qui permettent de rendre compte des variations locales au sein des lois générales du comportement. Elle n'est pas non plus condamnée à un relativisme mou. Pour progresser sur cette voie, il faut en finir avec une erreur qui date du XIXe siècle et dont les sciences humaines ont hérité, une conception désuète et cependant encore très répandue des relations entre biologie et culture. Selon cette conception, la culture ne représenterait qu'une sorte d'enduit plaqué sur une nature humaine biologiquement déterminée. Il faudrait donc rechercher les causes du comportement humain dans ce substrat biologique. Je prétends au contraire que la culture et la recherche de signification au sein d'une culture sont en fait les vraies causes de l'action de l'homme. Le substrat biologique
et les prétendus fonctionnements universaux ne sont pas les causes de l'action, mais au mieux les contraintes qui pèsent sur elle, ou les conditions imposées à sa réalisation. Le moteur de la voiture n'est pas responsable de ce que nous allons au supermarché pour faire les courses de la semaine. Notre système reproducteur n'est pas davantage responsable du fait que nous choisissons de nous marier avec quelqu'un qui appartient à notre classe sociale ou à notre groupe ethnique. Cela n'empêche pas que nous ne pourrions pas aller au supermarché dans une voiture dépourvue de moteur et que nous ne nous marierions pas si nous n'avions pas de système reproducteur. Le mot contrainte me semble d'ailleurs trop négatif, car les limites imposées au fonctionnement de l'homme par la biologie sont autant de défis lancés à l'innovation culturelle. Une culture est une sorte de boîte à outils où l'homme trouve les prothèses dont il a besoin pour dépasser et parfois redéfinir les limites naturelles de son fonctionnement. Tous les outils humains, qu'ils soient matériels ou intellectuels, répondent à ce besoin. Il existe par exemple des limites biologiques qui restreignent la mémoire immédiate. C'est le fameux 7 plus ou moins 2 de George Miller. Mais nous avons construit des outils symboliques pour dépasser ces limites. Ce sont les systèmes codés, les moyens mnémoniques ou les jeux de langue. Souvenons-nous de ce que Miller affirmait. C'est grâce à de tels systèmes de codage que nous pouvons, nous autres humains, pétris de culture, convertir les entrées et traiter 7 blocs d'informations plutôt que d'en traiter 7 unités. C'est ainsi que notre savoir devient du savoir imprégné de culture, qui ne saurait être défini autrement que par un système de notation fondé sur une culture. Dans le cours de ce processus, nous avons transgressé les limites originelles qui nous étaient imposées par la prétendue biologie de la mémoire. La biologie exerce donc bien une contrainte, mais elle n'est nullement définitive. Les motivations humaines, dites naturelles, sont de même nature. On ne saurait nier que la faim ou que le désir sexuel existe, ni que ces états reposent sur un substrat biologique. Mais la physiologie de la faim sera bien incapable de rendre compte de l'obligation sacrée faite aux Juifs de respecter le jeûne de Yom Kippour ou aux musulmans d'observer celui du Ramadan. Le tabou de l'inceste est puissant et dictatorial. Il n'a rien à voir avec l'action des gonadotrophines. Certaines cultures prescrivent des obligations alimentaires appliquées à certains aliments ou à certaines occasions. Ces obligations ne sont pas le fruit de conduites biologiques converties en préférences psychologiques. Nos désirs et les actions que nous menons en leur nom sont médiatisés par des moyens symboliques. Dans son dernier essai, Source of the Self, Charles Taylor montre bien que nos choix ne correspondent pas simplement à des préférences. Selon lui, on considère qu'un certain type d'existence mérite ou non d'être accepté par référence à une croyance, à une ontologie qui nous permet de le supporter, même s'il nous est difficile de nous y plier. Nous verrons, dans le 4e chapitre, que nous respectons parfois tout au long de notre vie, au prix de réelles souffrances, des valeurs que nous avons adoptées. Il arrive évidemment que les contraintes qui nous engagent à tel mode de vie ressortissent davantage à la biologie qu'à la culture. La fatigue physique, la faim, la maladie et la douleur peuvent briser les relations que nous entretenons avec notre environnement ou en entraver le développement. Hélène Scarry souligne dans The Body in Pain que la douleur a une telle force, comme la torture, qu'elle oblitère nos relations avec le monde des autres et de la culture, et qu'elle brouille le contexte signifiant qui nous permet de donner une orientation à nos espoirs et à nos efforts. Elle peut rétrécir la conscience au point que, comme le savent les tortionnaires, l'homme peut être réduit à l'état de bête. Mais les liens que nous entretenons avec les significations qui nous sont essentielles sont tels que la douleur, même extrême, ne parvient pas toujours à les briser. L'épouvantable bestialisation de l'Holocauste et de ses camps de la mort a été conçue pour déshumaniser autant que pour tuer, et c'est en cela qu'elle représente l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. L'homme avait bien souvent déjà tué son semblable, encore qu'il n'ait jamais entrepris de le faire sur une telle échelle et avec une telle minutie bureaucratique. Mais jamais on n'avait vu une tentative si concertée de déshumaniser par la douleur, la souffrance et l'indicible humiliation. Il faut porter au crédit de Wilhelm Dickley d'avoir dans sa Geist Wissenschaft mis en place une science humaine fondée sur la culture, où il reconnaît que celle-ci nourrit et guide une espèce à la fois nouvelle et en perpétuelle mutation. Je ne peux qu'y souscrire car je partage ses aspirations. Ma position est que la culture et la recherche du sens sont la main qui façonne, tandis que la biologie exerce des contraintes que la culture peut souvent dénouer. Je n'entends pas ici promouvoir les bases d'un nouveau credo,
optimiste dans l'avenir de l'homme. J'aimerais d'ailleurs, avant d'en venir comme promis au problème du relativisme, faire une dernière remarque. La culture, en dépit de sa formidable inventivité, n'est pas nécessairement douce, elle n'est pas non plus particulièrement sensible au malheur. Il est de tradition, quand la culture vient à manquer, d'en faire porter le blâme sur la nature humaine, qu'on appelle instinct ou péché originel. Freud lui-même, malgré la lucidité du regard qu'il porte sur la folie humaine, n'échappe pas toujours à ce piège, et surtout dans sa doctrine de l'instinct. S'agit-il d'autre chose que d'une sorte d'apologétique, une forme d'autosatisfaction bien pratique? Pouvons-nous raisonnablement invoquer notre héritage biologique pour expliquer la froideur bureaucratique qui a envahi notre vie et l'érosion de la compassion qui l'accompagne? En invoquant les vieux démons, on ne fait rien d'autre que de rejeter la responsabilité de ce que nous avons nous-mêmes créé. Nous manifestons une remarquable capacité à construire des cultures symboliques et à installer les institutions qui permettent de les mettre en application. Mais nous sommes bien peu enclins à les diriger vers les fins que nous prétendons poursuivre. Plutôt que de rejeter la faute sur des défauts du génome humain, nous serions mieux avisés de nous interroger sur notre capacité à construire ou à reconstruire des moyens de vivre ensemble. Cela ne signifie nullement que ce soit simple, même en l'absence de contraintes biologiques. Il s'agit uniquement de ne pas disperser notre attention, de la porter là où elle doit s'exercer, non sur nos limites biologiques, mais sur notre capacité à innover sur le plan culturel. 4. Nous en arrivons inévitablement au problème du relativisme. En nous interrogeant sur notre capacité à bâtir un univers social, que voulons-nous dire? Qui en juge et selon quelles normes? La culture façonne l'esprit. C'est l'esprit qui émet ses jugements de valeur. Ne sommes-nous pas enfermés dans un relativisme sans issue? Il faut y regarder de plus près. Plutôt que de se demander ce que le relativisme peut évaluer, nous devons nous pencher sur son aspect épistémologique. Ce que nous savons, est-ce absolu ou est-ce toujours relatif à une certaine perspective, à un point de vue précis? Existe-t-il une vérité primitive ou, comme le prétendait Nelson Goodman, la réalité n'est-elle qu'une construction? La plupart des intellectuels choisiraient aujourd'hui d'adopter une position teintée de perspectivisme, mais rares sont ceux qui accepteraient simultanément d'abandonner l'idée d'une réalité primitive unique. De fait, Carol Feldman a émis l'hypothèse d'un universel humain tel que nous revêtons nos supputations cognitives d'un statut ontologique particulier et extérieur. Nos pensées seraient, pour ainsi dire, ici, tandis que nos conclusions seraient là-bas. Elle donne à cette faiblesse humaine le nom de dépôt ontologique, et elle n'éprouve aucune difficulté à trouver des exemples de ces effets quotidiens. Ainsi, dans la plupart des relations humaines, les réalités ne sont rien d'autre que le produit de processus longs et imbriqués, de construction et de négociation profondément insérés dans la culture. Pratiquer ce constructivisme, reconnaître que nous y avons recours, cela a-t-il des conséquences aussi terribles? Cela mène-t-il inévitablement au relativisme du tout est bon? Le constructivisme repose fondamentalement sur l'affirmation que la connaissance est bonne ou mauvaise à la lumière de la perspective que l'on a choisi d'assumer. Avec un bien et un mal de ce type, on n'aboutit pas à des vérités ou à des erreurs absolues. Au mieux, cela nous permet d'être conscients de la perspective que nous avons adoptée et de celle qu'autrui choisit. Le constructivisme n'a plus rien d'étrange si l'on examine sous cet angle. C'est tout simplement ce que les spécialistes du droit appellent le tour interprétatif, ou comme l'un d'entre eux le proposait un jour, l'abandon du sens autorisé. Richard Rorty, dans sa réflexion sur les conséquences du pragmatisme, estime que l'interprétativisme participe d'un mouvement lent et profond pour dépouiller la philosophie de son statut de fondation. Il caractérise le pragmatisme, et ce que j'ai développé plus haut en fait partie, comme un simple anti-essentialisme appliqué à des notions comme la vérité, le savoir, le langage, la moralité et autres objets similaires de la théorisation philosophique. Il illustre son propos en faisant référence à la définition que William James donne du vrai, ce qui est bon sur la voie de la croyance. D'accord avec cette définition, Rorty remarque: ce qu'il souligne, c'est qu'il ne sert à rien de s'entendre dire que la vérité correspond à la réalité. On ne peut, bien sûr, apparier des éléments de ce que l'on croit être le monde, de telle façon que les jugements auxquels on croit aient une structure isomorphique aux relations entre les choses dans le monde. Mais lorsque l'on va plus loin que des constatations du type le chat est sur le tapis et que l'on commence à prendre à bras le corps les universaux, les hypothèses et les théories,
Ces appariements apparaissent pour ce qu'ils sont, bricolés pour l'occasion. Ces exercices sont de peu d'utilité pour déterminer si notre vue du monde est dans l'ensemble celle que nous devrions avoir. Et pourquoi? Pousser l'exercice plus loin, c'est écrire Rorty, vouloir que la vérité ait une essence, qu'elle soit vraie dans l'absolu. Si l'on veut dire quelque chose d'utile de la vérité, poursuit-il, il faut étudier la pratique plutôt que la théorie, l'action plutôt que la contemplation. Des affirmations abstraites comme l'histoire se résume à l'histoire de la lutte des classes ne peuvent être jugées en se bornant à se demander si elle est juste. On a meilleur compte à poser des questions pragmatiques, perspectivistes. Quelles conséquences y aurait-il à être d'accord avec cette proposition? Ou à quoi m'engage le fait d'être d'accord? Nous sommes alors bien loin de l'essentialisme kantien et de sa recherche des principes qui établissent l'essence du savoir, de la représentation ou de la rationalité.